si j'arrive à apprécier la paix aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, j'ai vécu dans la colère, persuadé qu'il n'y avait que ça qui existait. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « La pire des croyances, c'est de ne croire en rien ». Si on reste ouvert, on se rend bien compte que certaines questions qu'on se pose nous renvoient à quelque chose d'au-dessus de nous. Oui, donc après, chacun ses croyances. C'était pas mieux avant, c'était autre chose. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le rap n'est plus du rap. C'est la nouvelle chanson. Le rap obéissait à des codes et a fini par s'ouvrir. Mais à force d'ouverture, on devient autre chose. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui nous rejoignent et merci à tous nos fidèles auditrices et auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines pauses et n'hésitez pas à commenter qui vous aimeriez entendre à l'avenir à ce micro. Merci encore et je vous souhaite une très belle pause. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a vu le rap naître dans les marges, être méprisé, combattu, puis devenir une industrie mondiale. Il a traversé l'underground, les majors, les scènes mythiques, les modes, les chiffres, les silences, sans jamais disparaître et surtout sans jamais perdre ni sa plume ni son regard. Aujourd'hui, je reçois bien plus qu'un artiste, je reçois une référence, une icône, une figure centrale du rap français et de notre pop culture. Le temps d'une pause, il a accepté de nous ouvrir les coulisses de son parcours si rare et ses plus de 25 ans de carrière. Ensemble, on va parler des dessous du monde du rap, bien sûr, de création, d'engagement, de passion, de succès et de ce qu'il a traversé pour l'atteindre. Bonjour, Oxmo Puccino. Bonjour, merci. Comment tu vas ? Très bien. Quand je parle de toi, d'une voix, d'une œuvre, d'un poète, on en reparlera plus tard, mais quand je regarde ton parcours, je me pose la question, est-ce que c'est le sentiment que tu as construit quelque chose ou ça a été juste là, je dirais, tu as survécu à un nombre immense d'événements dans ta vie. Est-ce que c'est le destin, en fait, tout ça ? Je pense que c'est le destin. Je pense vraiment que c'est le destin. Parce que c'est un mélange des deux éléments que tu as cités. C'est de ce qu'on traverse et ce qu'on fabrique. Ce qu'on traverse ne dépend pas vraiment de nous. Ce qu'on fabrique, par contre, est pour moi un des avantages du libre arbitre, à savoir la position qu'on décide de prendre face aux événements. Voilà. Je pense que ça détermine le parcours. Selon qu'on soit habillé en noir ou en blanc pendant le voyage, ça change le voyage. Et donc toi, tu penses que d'être assez positif ou optimiste, de voir les choses plutôt le verre à moitié plein par rapport à moitié vide, c'est ton côté noir ou blanc ? C'est pas une décision, c'est je dirais que même c'est carrément c'est la seule issue. C'est la seule issue pour essayer d'évoluer avec un minimum d'harmonie, parce que il y a quelque chose que j'adore dire, quand un événement regrettable arrive, c'est tout allait bien. Et ça rappelle qu'en fait, les choses peuvent être beaucoup plus difficiles et que on se rend pas compte, c'est ça que ce qu'on traverse est peut-être pas mal par rapport à ce qu'on pourrait craindre. Et tu penses que tu l'expliques d'une éducation ? C'est l'éducation que tu as donnée ? Non, c'est empirique. C'est à force d'expérience, de statistiques, d'erreurs, de conséquences de choix. Donc cette sagesse que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas forcément à 20 ans ? Non, c'est ce que je dis. Je répète souvent ce que j'aime répéter souvent en concert. Je reviens toujours sur une petite partie de mes débuts qui était empreinte de colère. Et donc, il y avait ce désir, bien sûr, d'amour et de vie plus agréable, sans savoir que c'était la tranquillité que je recherchais. Et donc, si j'arrive à apprécier la paix aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, j'ai vécu dans la colère, persuadé qu'il n'y avait que ça qui existait. Et à quel moment ça s'est ce transfert ? Vers l'âge de 27 ans. Je me rappelle très bien. C'était l'âge de 27 ans. C'était après cette 25e année où on est définitivement plus adulte. À 25 ans, c'est terminé. On n'est plus un jeune.
On a des obligations, des impératifs, des responsabilités, ou s'il n'y en a pas encore, faut s'en inquiéter. C'est le début de la vie active, vraiment. Et donc, j'étais encore dans mes convictions de jeunesse. T'avais fait ce premier grand succès, ce premier grand album, donc t'avais avec toi quand même, t'étais reconnu. Et quel élément qui fait que tu bascules ? J'ai l'album qui a suivi celui de la reconnaissance fut un échec commercial, et donc ça a remis toute ma carrière en doute. Et j'ai arrêté la musique. Et j'ai repris grâce aux personnes que j'ai rencontrées, avec qui je travaille aujourd'hui, qui m'ont fait comprendre que c'était mon métier. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est aussi ça, Oxmo pose, c'est des gens qui sont aussi dans ces moments de doute, ces gens qui ne sont pas que dans un succès absolu très Instagram. Ce qui est important, c'est qu'un grand échec, qui était le premier échec que tu as connu, tu en avais connu à l'école, mais là, c'était dans ta carrière artistique, premier grand échec, on en reviendra. Et de ça, t'en as sorti quelque chose de positif. Oui, bien sûr. Parce que la noirceur qui pouvait être cultivée dans cette situation pouvait emmener dans les profondeurs, dans les fonds. Et c'était le total inverse de ce que je voulais. Donc il fallait que je trouve absolument une autre façon de faire, un autre chemin. Et ça a été la positivité. C'est plutôt pas mal. Oui, et ça marche. Ça marche. T'en es la preuve. Quand on parle d'artistes, parfois, vous avez des noms de scène, en particulier les rappeurs. Oui. Toi, c'est Oxmo Puccino. Ton nom d'état civil, c'est Abdoulaye Diarra. Mm-hmm. Comment, justement, t'arrives à... Ça doit être pas facile dans le quotidien. Moi, ça m'arrive pas. Moi, j'ai le même prénom, même nom tout le temps. Comment t'arrives à balancer ce monde-là ? Aujourd'hui, t'arrives, c'est le même, aujourd'hui. Tu ne fais plus attention, on t'appelle Oxmo, c'est pour toi ton second prénom. Oui, c'est ce que je suis devenu. C'est ce que t'es devenu. Ce que je suis devenu. Et ça marque une identité, c'est devenu une histoire. Et c'est la même personne. C'est-à-dire que ceux qui m'appellent par mon nom d'état civil, ce sont qui m'ont connu la plupart du temps en petite enfance ou la famille. Au collège, oui. La famille continue à t'appeler comme ça. La famille m'appelle pas comme ça. Ouais, ils ont leur surnom, c'est ça. Familial. Depuis le début, oui. T'es assez peu appelé Abdoulaye, quoi, en fait. Oui. Et justement, Oxmo Puccino, raconte-nous aussi, là aussi, pour les gens qui se posent la question, comment tu définis un prénom, un nom, un son de scène. Grand Corps Malade nous avait expliqué quand est-ce qu'il avait trouvé, quand c'est la première fois qu'il allait slammer, qu'on lui avait demandé, il faut que tu t'inscrives, il faut que tu mettes un nom. Et il avait trouvé comme ça, c'est trop génial. C'est beau. Toi, tu mets des mois et des mois, t'hésites. Non. Tu peux imaginer qu'après, c'est ça qui va te suivre pendant toute ta vie ? Non, parce que j'avais déjà eu... Je suis conscient qu'on change plusieurs fois de pseudonyme au long de sa vie. On a le nom d'état civil, le surnom des parents, le surnom des potes, et ainsi de suite. Papa, tonton, et ainsi de suite. Et j'ai commencé la musique de manière presque confidentielle, à l'insu de tout mon entourage. Et il fallait un nom pour continuer à garder cet anonymat. Et j'ai dessiné des lettres, des bâtons, des traits, des ronds, des cercles. Et m'est apparu ce nom que j'ai rassemblé. J'ai mis les lettres dans tous les sens pour trouver quelque chose d'original et qui sonne. Et quand ce nom m'est apparu, je me suis dit, c'est pas mal. Ça, c'était Oxmo. Oui, et j'ai rajouté Puccino parce que ça résonnait avec. Dans ma tête, ça voulait dire poussin. C'était un peu ridicule ça veut dire poussin, vraiment, au départ? Non, c'est ce que je me suis dit. C'était ma traduction personnelle. Et j'ai remarqué que souvent, les personnages hauts en couleur avaient des sobriquets ou des petits noms ridicules. Donc, je trouvais ça drôle. Ouais, c'était pas mal, les deux vont bien. Oui. Et t'avais hésité avec autre chose ou c'était, quand tu t'es dit ça, c'était sûr que c'était ça? Non, c'était ça, oui. Je pense pas qu'on choisisse vraiment son nom, il vous tombe dessus, oui. Ah, t'es tout jeune quand tu choisis ce nom-là. 20 ans, 20 ans. Ouais, c'est ça. Et tu te souviens la première fois que tu l'as utilisé? Oui, la première fois que je l'ai utilisé, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai vite enregistré, mais ce qui m'a fait étrange, c'est un jour où j'étais avec un cousin qui ne savait pas que je faisais de la musique et que quelqu'un m'a appelé comme ça et qu'il n'a pas compris. Et que moi, j'ai répondu tout de suite, et que je suis entré dans une conversation et que lui, il me découvrait ce nouveau personnage avec qui il marchait il y a 10 minutes, qui n'avait rien à voir avec celui qu'il connaissait. Et donc, ça m'a fait très étrange de voir ça dans ses yeux. Qu'il avait raté une facette de ma vie. T'as déjà rencontré un autre Oxmo, toi?
Non. Ah ouais. Non. Jamais, hein. Non, Ouais, je serais moi qui voyage pas mal, j'ai jamais rencontré un Oxmo dans ma vie. Non, c'est vrai. C'est quand même assez beau, t'as réussi à trouver un prénom Manifestement, unique. oui. Sur la discussion que j'ai pu avoir il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui t'admire beaucoup, qui s'appelle Franck Gastambide, Ah oui. qui est donc le réalisateur, qui quelqu'un qui a créé une série qui a changé beaucoup de choses, la vision que les gens avaient aujourd'hui du rap en France. Mm-hmm. D'ailleurs, dans la saison 3, si je me souviens bien, on te voit. J'ai un petit caméo. Exactement. Mais justement là-dessus, on va parler de Valide 2 minutes, mais avant, Franck me disait quelque chose sur toi quand je lui posais la question, parce que j'ai demandé à mes potes, qu'est-ce que tu penses d'Oxmo, raconte-moi. Il me disait, Oxmo, c'est incroyable, c'est un symbole, et surtout, il est respecté par tout le monde, même Booba. Ça, c'est tellement drôle. Allez, je m'attendais pas. Elle est pas mal, ça là. C'est vrai mais c'est quand même pas mal. Enfin, moi qui connais pas Booba, j'ai l'impression que c'est pas facile d'être respecté par Booba. J'ai l'impression. Mais l'idée derrière, et Franck qui connaît bien ce milieu que j'adore, avait ces visions-là. Toi, justement, comment tu l'as pas cherché d'être ce symbole? T'es une sorte de et pas que après des années, depuis longtemps, t'as une sorte de certaine sagesse, de regard. Est-ce que c'est une pression supplémentaire que t'as? Comment tu l'as construit, ça, justement, ce rapport ou ce respect? C'est un travail, ça se gagne pas comme ça. Je l'ai jamais évalué. Je prends ça pour une aubaine. Et je dirais que c'est peut-être le bénéfice d'avoir été constant, d'avoir une parole attentionnée. Et surtout, moi j'ai un respect inconditionnel envers tous les artistes, quelle que soit la manière dont ils m'impressionnent. J'ai un respect pour le courage de s'affirmer en tant que tel, de prendre le risque dans une vie où on peut avoir des chemins un peu plus dessinés que de se lancer là-dedans. Donc moi j'ai un respect incommensurable envers tous les artistes, et j'ai peut-être une réponse, une réciprocité. Voilà, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que derrière l'artiste, je vois toujours l'humain. Vraiment. C'est-à-dire que l'artiste peut être successful, peut être raté, peut être milliardaire ou pauvre. Je vois toujours un humain derrière. C'est peut-être la raison. Qu'est-ce que tu penses de Valider? Raconte-moi ton sentiment lorsque tu as vu le premier épisode. J'ai vu le premier épisode. J'ai été à la fois comme dans un bain que je connaissais, et à la fois un peu offusqué, parce que c'est comme s'il y avait des révélations de secrets de famille. Voilà. C'est la première fois qu'on mettait le rap à l'écran, et comme ça se passe réellement. Que ça se passe réellement, ça se passe comme ça aussi. Aussi. Voilà. Pas que. Ça se passe comme ça aussi. Et ce que je trouvais dommage, même s'il y a de l'amitié, il y a de la fraternité, il y a de la passion, je ne sais pas comment on aurait pu faire pour que l'attention soit moins attirée vers ce côté obscur, qui, même si il occupe une petite partie du programme, attire toute l'attention. Voilà. Et en même temps, ça correspond à l'idée qu'on peut se faire du rap quand on ne le connaît pas, et aussi une certaine vérité, il faut le dire. Ouais. Oui. Donc c'est pas tellement loin d'une vérité. Non, c'est pas loin d'une vérité. Mais... Non, pas du tout. Et tu l'expliques, tu comprends pourquoi c'est une des séries qui a eu le plus de succès sur Canal+. Oui, parce qu'il y avait la sincérité, l'authenticité, et que tout le monde s'y reconnaissait, et que en plus, ce n'était pas raté sur la musique. Il y avait la musique, il y avait les artistes. La musique était bien aussi. Beaucoup d'artistes ont fait carrière après, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler d'eux artistiquement. Donc je trouve que c'est cohérent. L'un que t'aimes bien qui a justement fait carrière après? C'est intéressant par rapport à l'époque. Dire que j'aime bien, je dirais pas ça. Tu respectes. Oui, pourquoi? Parce que il y a ce cursus, ce parcours d'un artiste qui est assez commun, à savoir un artiste confidentiel, qui émerge un peu, on est fier d'en parler, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, un tel, il vient d'où? Et puis il commence à faire un morceau qui commence à faire de plus en plus parler, il signe, il fait un album, il connaît le succès. Il y a un certain parcours qui fait rêver pour les artistes, qui nous donne l'impression qu'ils nous appartiennent un peu. Et les télécrochets, les émissions, les contenus, les films, lorsque les artistes sortent de ça, il y a quelque chose d'un peu hybride qui fait qu'on est un peu déboussolé.
J'aime bien le terme télécrochet. Ça fait quelques temps que je n'avais pas entendu le terme télécrochet. Ouais, j'aime bien, je trouve ça mignon. C'est assez mignon. Quand on parle de responsabilité aussi, responsabilité que vous avez, artistes, vis-à-vis des jeunes, Oui. jeunes qui vous écoutent ou même jeunes qui veulent devenir comme vous, Oui. comment toi tu le vis ça depuis longtemps? Est-ce que c'est un truc, tu sais que c'est important, le message que tu portes, tu sais qu'il va être écouté, qu'il peut avoir un impact ou... Moi, j'espère qu'il sera écouté parce que j'aspire à proposer un message qui pousse à la réflexion. C'est-à-dire que je passe par la musique, qui pour moi est une espèce de porte cochère, qui me permet d'arriver vers les plus grandes choses. Et donc, j'essaie d'axer mon discours sur les réflexions qui m'ont mené à la satisfaction que je vis. Et la manière dont j'ai pu absorber ce qu'on peut appeler des erreurs, qui ne sont pas en fait des erreurs, qui sont des leçons ou des conséquences de certains choix. Et l'important étant de trouver la solution pour revenir dessus. Et c'est ce dont je fais toujours état dans mon album, dans mes propositions. C'est-à-dire, quand je vois un artiste arriver et qui me parle d'un événement, je lui dis, cet événement, tout le monde l'a raconté, mais qu'est-ce que tu en as tiré, toi? Je pense que c'est ça qui intéresserait les personnes qui sont passées par cet événement que beaucoup vont traverser. Justement, quand toi, aujourd'hui, tu penses que ton message porte, et c'est pour ça, depuis quasiment le premier album, c'est le premier album, tu écris d'une certaine manière pour justement porter un message, et évidemment, ce que tu racontais à 20 ans n'est pas la même chose que tu racontes 25 ans après, mais une question, toi, tu aurais des qui? Quels étaient les artistes qui étaient pour toi, qui racontaient quelque chose? Est-ce que tu écoutais aussi leurs paroles, ou à l'époque, quand tu avais 20, 25 ans, c'était la mélodie, c'était la manière dont ils enchaînaient, ou tu avais quand même déjà une écoute spécifique? Il y avait... Merci de parler d'écoute spécifique, parce que il y avait les paroles, mais avant tout l'univers de l'artiste. De quoi était enrobée sa proposition, pourquoi j'y croyais plus qu'à un autre. Et ça, c'était une question d'entourage, de parcours et d'identité profonde de l'artiste, parce qu'on ne peut pas échapper à soi-même très longtemps. Et donc, c'était lesquels, toi? Il y en a beaucoup. Notorious Big. Notorious Big, je cite souvent parce que je vois beaucoup de points communs avec lui. Notorious Big, pour monter plus loin, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine. Ensuite, il y a eu... Tu peux comprendre que des gens puissent se dire, attends, on est en train d'entendre un rappeur qui vient d'underground, qui nous dit que Daniel Balavoine, c'est quelqu'un qu'il apprécie, admirer. Oui. Tu comprends que c'était ça arrive pas à tous les jours, ça? Je peux le comprendre. Moi, j'adore. Si la personne qui n'a aucune idée du rap et s'arrête à ses croyances personnelles ou même aux croyances médiatiques ou de leur entourage, à partir de là, oui, bien sûr, un rappeur ne peut pas écouter de chansons françaises. Mais dans la réalité des choses, la chanson française fait partie de notre culture, parce qu'on n'a pas grandi au Galapagos. Donc, les paroles de Balavoine, de Jean-Jacques Goldman, plus tard Aznavour, Jacques Brel, avec qui j'ai beaucoup de points communs. Attends, tu entends 2 secondes. Brel, il y a beaucoup de points communs? Ou Aznavour? Raconte. Avec Brel. Ouais. Jacques Brel, j'ai beaucoup écouté Jacques Brel, et sa position sur l'amour m'effrayait. M'effrayait parce que, malgré mon besoin d'affection, j'allais dans cette direction en termes de réflexion, en termes de poésie. Il y avait beaucoup de cynisme, de dépit. Et il fallait absolument que je change de direction. Et quelque chose de très fort même, j'avais appelé mon deuxième album « L'amour est mort ». Et, 2 ou 3 ans après, à titre posthume, est sorti un nombre de morceaux de Jacques Brel qui n'étaient jamais sortis. Et dans l'un d'eux, il y avait « L'amour est mort ». Donc moi, j'ai pris ça comme un signe, forcément. Un morceau qui n'a jamais sorti, qui porte le nom d'un titre d'album qui représente ce que je crains le plus. Voilà. L'amour ou la mort? La mort de l'amour. La mort de l'amour. Oui, la mort de l'amour. La mort, c'est un truc. Mais la mort de l'amour, on a encore envie. Et la mort de l'amour, c'est pour moi ce qui tue notre société. Donc, ce point de vue cynique sur le monde, je me voyais beaucoup de points communs avec Jacques Brel. Ouais. Et si justement, si tu as, en parlant d'amour, et tu le sais, ici, c'est aussi un moment où j'aime bien demander à mon invité qui est là de dire, tiens, si tu avais un refrain, un couplet,
quelque chose où tu vas, voilà, on va fermer juste les oreilles, on va juste fermer les yeux, on va surtout écouter, ouvrir les oreilles. Qu'est-ce que tu pourrais nous chanter? Là, j'ai un refrain, c'est parfois, la liberté passe par un long chemin, crier d'une autre arme que la voix, que nos futurs espèrent un bon demain. Parfois, la liberté passe par un long chemin, crier d'une autre arme que la voix, que nos futurs espèrent un bon demain. Parfois. Et ça, c'est un morceau, c'est un refrain d'un morceau que j'ai écrit qui s'appelle Parfois, et qui parle du chemin parcouru par les exclus. C'est un morceau, j'ai pensé à Nelson Mandela quand je l'ai écrit. Voilà. Remarquable. On va justement Merci. en parler cette fois-ci un peu d'Afrique. Oui. Un point événement essentiel, puisque ça m'a étonné. Ce qui m'a étonné, c'est que la France ait mis autant d'années à faire que tu deviennes français, puisque tu es né au Mali, et tu es donc venu à 1 an, pas à 18 ans, pas à 25 Non, ans, 1 an, et pourtant, tu as été, en fait, tu as eu un passeport français, régularisé français en 45 ans après, 50 ans après 50 ans après. 50 ans après. Tu avais fait la demande J'avais... ou pas vraiment? Disons que à l'époque, à l'approche de ma majorité, il y a la loi Pasqua-Debré qui ne laissait plus la demande aux enfants. Parce que tu n'étais pas né sur le sol français. Voilà. Et à tes 18 parents non ans, on plus. pouvait faire la demande. Eh oui. Mes parents non faire la plus. demande. À 18 ans, on pouvait faire la demande. Et avec la loi Pasqua-Debré, au moment où j'ai dit, on ne pouvait plus faire la demande, c'est interdit. Il fallait faire la demande de la nationalité, comme tous les étrangers. Tu vas souvent au Mali J'ai mis beaucoup de temps avant d'y aller. T'as mis beaucoup de temps avant d'y aller? Oui, j'y suis retourné vers l'âge de 27 ans, d'ailleurs. J'ai mis beaucoup de temps. Et quelle raison Pour quelle raison? Parce que c'est un pays dont les parents sont partis sans joie. Sont partis sans joie et gardent beaucoup d'amertume, de culpabilité. Et c'est quelque chose auquel on ne veut pas être confronté lorsqu'on commence à voyager par ses propres moyens. On peut être confronté aux problèmes de famille, à ce que les parents redoutent, craignent, à la responsabilité et à ce questionnement perpétuel de « est-ce que tu es d'ici ?» Et donc, j'y suis arrivé vers l'âge de 27 ans, un peu plus Même chose, là, t'étais connu. Oui, j'étais connu. Là-bas, j'étais connu. On voit arriver Oxmo. Oui, j'étais plus mûr, une fierté, voilà. Et c'est très important d'être en accord avec soi-même parce que cette richesse peut aussi être un point de division qui est une blessure que portent beaucoup de binationaux, biculturels, métis aussi. Et c'est très important d'être ancré. Merci de partager parce que c'est quand même le cas de beaucoup de gens qui vivent justement, tu en parlais, et dire mais j'appartiens où? Et ne pas savoir où t'appartiens, c'est être soi-même. Parfois, donc arriver à t'imagines un peu la trajectoire pour y arriver, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est du travail, c'est de la recherche, c'est ne pas avoir peur, c'est se confronter, c'est faire face, mais le bénéfice est immense. Et toi, tu te considères aujourd'hui, quand on te pose la question, tu dis je suis franco-malien, tu te considères français, comment tu as les deux passeports aujourd'hui? Je suis un gars de Paname. C'est encore là, c'est au-dessus. C'est au-dessus de tout, quoi. Je suis un gars de Paname. T'es un gars de Paname, toi. C'est comme un New-Yorkais qui dit que je suis un gars de Brooklyn. Ouais, je suis un gars de Paname. Même avant d'être français, malien, avant tout, je suis un gars de Paname. Pourtant, t'aimes Marseille. Et pourtant, t'aimes Marseille. Comment? Et pourtant, t'aimes Marseille. Un peu. Quand même. Un peu, j'ai l'accent quand je veux, quand je vais bien. mais t'es un gars de Paname. Je suis un gars de Paname. Oui, d'ailleurs, tu le dis d'ailleurs, parce que toi, tu grandis dans le 19, dans le 19e arrondissement de Paris, quartier Danube. Donc, t'es pas dans la couronne ou la grande couronne, petite couronne. Non. T'es au centre. Intramuros. T'es dans le périphérique. Ouais. D'ailleurs, pour toi, tu as toujours expliqué que c'était important. Ça t'a aussi énormément, je ne vais pas dire vachement, avec un poète comme toi, ça t'a énormément construit. Oui, parce que justement, on est à un carrefour culturel, un carrefour social, un lieu de melting pot aussi, avec une histoire chargée et lourde.
Et sans le savoir, on y participe, on y contribue, on en fait partie, ce qui fait que à partir d'un ce moment, ça fait partie de l'identité, d'une histoire connue de tous. Et donc, être affilié à ce bout de patrimoine, ça vous... Fierté. Oui. Ouais. Oui. Et donc, quartier difficile, où tu grandis avec 3 frères, donc c'est là, il y a de la testostérone. Oui, comme dit ma mère, oui. C'est ça, pour ta maman, elle a dû quand même voir les choses passer. Est-ce que là-dessus, et d'ailleurs, on parlait du 19e, pas du tout, parce qu'il y a évidemment de très belles choses dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, dans le 19e, parce que tu en parles en disant c'est évidemment dur, parce que c'était un quartier, en tout cas, qui aussi avait beaucoup de violence, il y avait aussi de la drogue. Et tu as décidé d'en faire un podcast. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce podcast, je le conseille, c'est sur Arte Média. Tu en as fait un, c'est les histoires de quartier. Histoires de quartier, et dis-moi pourquoi, c'est quoi l'idée ? C'est Arte qui est venu te voir, c'est un producteur, au départ t'as dit, écoutez-le, c'est des histoires, c'est très bien monté, c'est vraiment, tu te laisses porter, c'est 12, 15, 20 minutes à chaque fois, c'est pas très long, mais c'est chaque fois quelqu'un qui vient d'un quartier qui te raconte un peu son histoire. Oui. Je pars du concept que tout le monde est incroyable. Tout le monde est extraordinaire. Et j'ai tellement vécu de situations ou d'histoires ou de narrations qui manquaient de caméras, d'équipes journalistiques, de micros. Je me disais, c'est trop dommage. Et donc, Histoire de quartier, c'est pour récupérer un peu de toutes ces histoires que je n'ai pas racontées et que d'autres ont besoin de faire savoir. Et donc, tu as fait une saison, ça m'amusait, j'y pensais parce que tu as fait une saison à Marseille, la saison 2, de Marseille, donc tu es allé voir justement, et c'est souvent des gens qui sont plus ou moins connus, il y en a qui sont très connus, ou qui sont devenus très connus, et c'est une super histoire. On va s'arrêter une pause, on en a plusieurs ici, il y a des gens qui t'aiment beaucoup, tu le sais ça. Et je leur ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous avez une question, une pause amicale à poser à Oxmo ? On va écouter la première question, c'est quelqu'un que tu avais eu dans ce podcast, quelqu'un à Marseillais, baby. On l'écoute. Salut Alexandre, salut Oxmo. Ça capte très mal, je suis dans l'Eurostar, là, direction Paris, puis Marseille, je vais aller jouer ce soir. C'est une petite question pour Oxmo. Pour citer un rappeur qu'il aime beaucoup, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi il est important de quitter le quartier quand on a réussi ? Des bisous à vous. C'est une question filou. Je pense qu'il faudra te répondre. Alors, moi, je dis toujours qu'il faut toujours quitter son quartier pour voir le monde, déjà. Et lorsqu'on arrive à un certain niveau de réussite sociale, il faut quitter son quartier pour éviter les frustrations, les incompréhensions, les malentendus qui peuvent s'envenimer, accepter qu'on a changé de condition. C'est très difficile, mais c'est un peu tout ça, c'est pour le bien-être commun. Et vraiment, c'est ce que je conseille à tous les artistes qui arrivent à s'évoluer, à évoluer dans leur métier. Accepter qu'ils ont changé. Mais comment continuer à aider son quartier ? Toi, tu as essayé, même en ça partant... ne remet rien en cause. D'accord, mais tu as continué à essayer... C'est juste une question de présence. D'accord, c'est de présence. Oui. J'aime bien ces incompréhensions, tu veux dire. C'est mal entendu. Mais après, tu as aidé ton quartier ? Tu as essayé, tu as fait ton... Aider, c'est... Je trouve ça très étrange parce que ça fait comme si c'était une espèce de responsabilité, d'obligation que certains peuvent prendre très mal. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime parler de ce qu'il fait, de ce qu'on appelle bien. Ouais. J'ai fait des projets, j'ai soutenu certains artistes en devenir, pour qui ça n'a pas marché toujours. J'ai été présent pour certains amis. Mais venant de cette partie de la ville de Paris. Oui. C'est ça. Oui. Bien sûr. Et j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais en même temps, n'importe qui peut aider quelqu'un qui est en dessous de lui. Ce n'est pas une question de richesse ou de notoriété, mais on demande ça plus aux artistes ou aux personnes qui ont réussi à devenir célèbres. Alors que si c'était une attitude qu'on cultivait, quel que soit notre niveau de fortune ou notre niveau de notoriété, personne n'aurait besoin d'aide quelque part. Oxmo, quand tu parles de ça, et tu le sais très bien, tu parles de sujets qui touchent beaucoup la religion.
Oui. Quand tu dis ça, c'est dans les textes, Oui. n'importe quel texte, de n'importe quelle religion. Oui. Aider celui que tu viens de dire là, celui qui est en dessous, Oui. celui qui, quand tu le croises dans la rue, ne va pas changer de trottoir, va le voir, va lui parler. C'est quelque chose qui est en toi, je pense que ça se voit, ça s'entend, cette sagesse qui peut aussi être, qui est avec des connotations tu vois, spirituelles, Oui. mystiques. Oui. Oui. Ça arrive depuis longtemps. Quand tu avais 20 ans, 25 ans, 15 ans, tu as été éduqué dans la religion par tes parents? J'ai pas été dans la religion parce qu'ils nous ont laissé très libres là-dessus, mais dans la croyance. Dans la croyance, dans les traditions, dans l'héritage familial. Et c'est vrai que ça a toujours été très important pour mes parents de donner. Et ils l'ont fait toute leur vie. Et, quels que soient leurs moyens. Quels que soient leurs moyens. Merci, c'est important. Quels que soient leurs moyens, ils l'ont fait toute leur vie. Souvent même, les enfants ne peuvent pas comprendre, se sentent lésés. Mais en fait, ils nous font comprendre qu'ils le font pour nous. Et c'est des années plus tard qu'on commence à comprendre. Tu vois une différence, toi, entre la croyance et la religion? La religion, c'est écrit, c'est un dogme, c'est quelque chose à suivre. Tandis que la croyance, c'est quelque chose qui est la religion, mais qui est aussi beaucoup plus profond et qui vient d'un temps où personne n'écrivait. Et je pense même que la religion est fondée là-dessus. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, il est difficile de parler de religion, dans un pays comme la France, donc il y a quasiment tous les pays, tu trouves c'est compliqué? Toi, t'as essayé d'utiliser la musique, ou tu essayes la musique même là-dessus, tu fais attention? Non, parce que l'image de la religion a été récupérée à des fins politiques. Ça n'a plus rien à voir avec le mysticisme ou la croyance. On colle des images dessus et on balance les propos qui nous arrangent par rapport à l'idée qu'on veut véhiculer. Ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, je fais bien la part des choses. Et justement, cette confusion à qui profite le crime. Voilà. Pas aux bonnes personnes. Ah oui, ça, c'est certain. Oui. Et puis, mais ça, c'est quelque chose qui date depuis toujours, avec tous les moyens de communication que l'homme a eu. Moi, je me rappelle, dans les films de guerre à l'époque, l'ennemi, c'était le Chinois, après c'était le Vietnamien, après c'était les Afghans, après c'était les Arabes, et c'était les Russes à un moment. Enfin, ça tourne, quoi. Les gens ont souvent besoin d'un ennemi, hélas. Ouais. T'arrives à comprendre quelqu'un qui est athée? Qui croit en rien? J'aime beaucoup cette phrase qui dit la pire des croyances, c'est de ne croire en rien. Ouais. Et je pense qu'être athée, je peux le comprendre, mais je réfléchis aux mécanismes qui ont fait qu'on en arrive là. Parce que si on reste ouvert, on se rend bien compte que certaines questions qu'on se pose nous renvoient à quelque chose d'au-dessus de nous. Oui, donc après, chacun ses croyances. Hein, on repart sur le rap. Moi, je te vois commencer avec quelques potes à toi rappeurs. C'est Kerry James, c'est Beau Green, c'est Manuki. Moi, ce qui m'intéresse dans ces premières années-là, c'est la première fois que tu te souviens de toi sur scène. Alors toi, il faut savoir, pour les gens qui... Toi, t'es danseur, tu graffes, tu fais plein de choses. Hein. Oui. Et là, je te retrouve, tu te souviens moi, je me souviens avec, je reprends Grand Corps Malade, qui se souvient de son premier texte. Il s'en souvient encore, c'est quand même dingue. Toi, tu te souviens de ton premier texte? Mon premier texte, je m'en souviens. C'est dans mon quartier, c'était Le Bonhomme de Neige. Et ça parlait, c'était une allégorie de la neige. Balance. Et de la neige et de l'héroïne, la cocaïne qui tombe. C'était ça. Et donc, c'était l'histoire d'un gars qui s'appelait Yves Vert et qui pouvait faire tomber la neige dans le désert. Et je développais cette métaphore-là. Tu t'en souviens un peu? Un refrain, quelque chose pour nous? N'as-tu jamais entendu parler d'Yves Vert? Ce gars-là pouvait faire nager la neige dans le désert. Et si tu flippes, c'est parce que ce genre de flip... Enfin, non, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. C'était sur un sample de Bill Withers. C'était Grandma's Hand, je m'en rappelle à l'époque. Et je pouvais pas imaginer ce quartier sans penser à certaines expériences que j'avais vécues jeune. Ouais, c'est ça. Donc c'est que tu prenais à chaque fois ton vécu. Enfin, oui, c'est ça que tu... Oui, je pense qu'à travers les chansons, souvent on règle des traumas ignorés. Oui, je pense certainement. Oui, pas qu'ignorer, je pense, pas qu'ignorer. Hein. À notre insu, parce que, par exemple, un rappeur qui parle de l'argent qu'il veut se faire pour sortir de la pauvreté,
ils pensent que ces problèmes vont être réglés avec une certaine somme, jusqu'à se rendre compte que le problème ne vient pas de là, en fait. C'était peut-être du sentiment de manque qu'il a vécu et qu'il pensait combler par cet argent avant de se rendre compte que ce n'était pas ça. Et t'aurais dû faire thérapeute, toi, en fait. C'est ça, hein? Parce que tu... je cherche à réparer à travers mes chansons aussi. Mais tes potes, ils aiment bien me passer de voir, je pense, et que t'étais le grand frère, toi. On échange. Ouais, hein. On échange. Grand frère, j'aime pas trop cette appellation parce que ça me vieillit déjà. Mais c'est une appellation réaliste dans le sens où je suis celui qui a accumulé des expériences qui peuvent être utiles à celui qui en a un peu moins. Et moi, le petit frère, il me donne l'heure qu'il est aujourd'hui. Les choses, elles se passent comme ça aujourd'hui, les gens pensent comme ça. Moi, je fais ah bon. Si on continue là-dessus, après quelques temps après, tu as fait ce premier, dans le quartier, cette première chanson, ce premier rap. Là, je te trouve dans un collectif dont on parle encore aujourd'hui. Le collectif, en 95, il s'appelle Time Bomb. Oui. Il vient d'où, ce collectif? Qu'est-ce qui se passe pour que, encore aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y en a quelques stars qui en sont sortis de ce collectif. Il y avait un truc, il y avait une magie là-dedans. Oui, il y avait une magie. Il y avait qui dans le collectif? Il y avait les Lunatiques, composés de Booba et de Ali. Il y avait les X-Men, donc composés de Cassidy, Ify et Ilji. Il y avait Pete Bacardi, il y avait moi, il y avait Diable Rouge, à un moment il y avait Zico, il y avait les Jedi. Et du monde, hein? Oui, il y avait du monde, c'était une sacrée équipe, ça avait été monté par les frères Vlavo, Ricky, Mars et leurs frères, et qui était ancien membre des Little. Et donc... C'était quoi le début, le pourquoi de... Ils avaient un degré d'exigence, ils avaient un goût, des passionnés, ils avaient cette mentalité hip-hop qu'on oublie trop souvent lorsqu'on parle de rap. Et donc, la réunion de tout ça fait qu'ils ont réussi à réunir des artistes qui correspondaient totalement à leur goût et qui s'avéraient être des précurseurs. Et donc, moi, je crois beaucoup à la concordance, à l'alignement des étoiles. C'est-à-dire que le même projet effectué trop tôt ou trop tard passera à la trappe. Donc, ils réunissent cette bande d'artistes qui ont tous du talent, qui rentrent en compétition positive et évoluent à la vitesse grand V ensemble. Donc, il y a une espèce de cohésion de groupe, tirée du plaisir d'être ensemble, d'évoluer ensemble. Et la particularité, c'est que nous avons emmené un style, des propositions qui, aujourd'hui encore, peuvent servir de référence. Parce que ça a été une espèce de nouveaux fondamentaux. Mais toi, quand tu étais déjà dans ce collectif, tu étais déjà vu comme... Je sais que c'est pas forcément le rappeur-poète, le fait que toi, la narrative est tellement essentielle dans tes textes, la profondeur, la puissance de tes textes. Est-ce que t'étais déjà vu, quand tu vois tous ces masters autour de toi, oui, bien sûr. T'étais déjà vu celui-là. Bien sûr. Et toi, t'essayais d'en jouer, tu faisais, il faut pas faire trop, parce que est-ce que c'est juste la limite dans laquelle je dois pas aller sur le rap, parfois qui était un peu plus violent, underground, ou comment tu le vivais, ça? Moi, je suis arrivé, j'avais 2 ou 3 ans de plus que le reste du groupe. Donc, t'étais un gamin encore, quand même. Oui, mais à cet âge-là, 2 ou 3 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai été moins bon techniquement, et donc ma seule façon de m'extirper et de m'en sortir sans trop de gêne, c'était l'écriture. Donc je me suis concentré là-dessus en attendant que le flow arrive. Ouais. Les autres avaient déjà une identité, un flow, un rythme, un phrasé. C'est qui celui qui avait le meilleur flow, selon toi? Quand tu le voyais, comment tu dis juste waouh? C'est Ilji. C'est Ilji qui inspire encore beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui. Et j'entends très rarement des artistes qui me plaisent, qui ne sont pas influencés par Ilji, Booba ou. C'est ça qui est beau. Il faut bien comprendre aussi que toi, à ce moment-là, t'aimes pas ta voix. Non, pas du tout. J'ai pas eu le temps de m'habituer à ma voix. J'aime pas mon flow. Je trouve que je rappe mal et puis je rappe pas de fou. Ouais. Mais j'ai l'écriture. Ça te sauve. En attendant. Ça te sauve. Oui, vraiment. On arrive sur une date essentielle parce que c'est ton premier grand succès en 98. Oui. Donc c'est pas que la victoire à la Coupe du Monde. C'est Quelle année. Et là,
Mamalova. Ouais, Mamalova. Alors là-dessus, je pense que tu as déjà expliqué comment ça s'est passé. C'est pas que toi, hein, puisque là, on est avec nos amis marseillais, parce que c'est Keops, hein, le DJ d'Ariam qui est génial et dont un groupe incroyable. Raconte-moi comment ça se passe là comment ça se passe cette alchimie. Tu la sens? Tu sais que ça va être un carton Non, aucune idée. Aucune idée. Non, pas du tout. Parce que je n'ai jamais connu de succès public avant ça. Ouais. Même dans le milieu, j'ai pas connu de grand succès dans le milieu underground. Et donc il y a cette fraternité qui naît avec les Marseillais, avec qui on s'entend tout de suite, parce qu'il y a l'esprit familial, il y a l'accent, il y a la chaleur du Sud, dans tous les rapports. Et c'est des gens très avenants, très dans l'accueil. À Paris, on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire que même quand on s'aime bien, c'est un peu à la russe, quoi, c'est un peu sec. Et le sourire vient plus tard. Et donc eux, ils arrivent tout de suite, ça rigole, ça blague, ils se taillent devant nous, on est garés. Et donc on garde le contact. Et moi, je découvre un pays où il fait chaud en hiver. Donc je vais souvent à Marseille. Et donc on se suit, et puis un jour, Keops appelle Mars, je crois. Je rentre de voyage. Et il me dit, ouais, il y a Keops qui veut te rencontrer pour sa compile. À l'époque, il y avait beaucoup de compiles qui se faisaient, donc ouais, c'est cool. Et je me rappelle, il me fait écouter un morceau, arrivé dans les bureaux de label, et je lui dis direct que c'est pas ça. T'es cash. Là, c'est un risque que tu prends, là. Oui, c'est un risque que je prends. Parce qu'il faut bien comprendre, t'es une personne, tu vas au major, tu vas le label, on te fait écouter un truc, 95% des gens diront, tu sais quoi, je le prends, j'ai mon nom dessus. Oui. Toi, tu lui dis, cash. Oui, je lui dis, et vraiment, avant de lui dire, je me dis comment je vais faire pour lui dire. Ben, je peux pas tricher. Donc je lui dis, est-ce que tu as autre chose? Ça, c'est cool, c'est pas mal, mais est-ce que tu as autre chose? On sait jamais. Et donc, il me fait écouter le deuxième instru, et c'est celui de Mamalova. Et je lui fais ça. Et je descends à Marseille enregistrer. Donc l'écriture, raconte-moi l'écriture, là. L'écriture, à l'époque, j'écrivais tous les jours. D'accord, et là, c'est particulièrement pour une maman. Oui, et c'est un morceau que j'avais déjà préécrit, j'avais déjà un bout écrit, parce que j'écrivais tous les jours. Et que un de mes objectifs que j'ai réalisé plus tard, c'est quelqu'un qui disait d'Aznavour qu'il pouvait écrire sur chaque seconde de votre vie. Et c'est vrai que chaque minute de notre vie est incroyable, qu'on n'a pas le temps de l'apprendre. Et écrire sur sa maman est quelque chose qui n'avait pas été beaucoup fait dans le rap français. Oui, parce que c'est à nouveau, vous étiez un bonhomme. Oui. D'où tu vas écrire une chanson sur la maman. Il y a tellement de choses à écrire avant ça. Oui. Et toi, tu vas dire. Et je me suis dit, je vais écrire sur ma maman. Pour ceux qui s'en souviennent pas, tu peux nous faire la phrase ou le couplet que tu préfères sur ce Mamalova? Grandir sans père, c'est dur. Même si la mère persévère, ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère, c'est pire. Demande à Pitch, je t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. Je dis qu'il faut profiter de sa présence tant qu'elle est là, plutôt que tard, se rattraper en larmes sur l'absence. C'est pas facile à dire. L'amour est à ce prix-là. Rien n'est éternel. La vie te l'a appris, hélas. Et donc, tu l'as fait combien de fois d'après toi, ce rap? Des milliers de fois. Des milliers de fois. Mais à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, c'est plus fort. Et donc, toi celui-là, à chaque fois, tu dis, j'aime parce que chaque parole, chaque fois, ce que tu as dit quelque chose, raconte. C'est un morceau très profond, qui vient de mes entrailles, qui essaye de traduire de manière très modeste l'immense amour qu'on peut avoir pour sa mère, quels que soient les rapports. Et j'ai cette conviction que les artistes ne sont pas tous responsables de ce qu'ils proposent. Donc, j'estime avoir eu la chance d'être l'antenne qui a reçu ce texte à ce moment-là. Cette antenne, justement, tu l'as reçue grâce à cette antenne, et là, tu l'as réécouté pour la première fois. Quand tu es tranquillement avec tes potes, ou quand tu es tranquillement chez toi, et que là, tu es sur Skyrock, et tu entends la première fois, toi, sur Skyrock. C'est quoi ton monde prend une autre dimension. Comment ça se passe? On comprend rien du tout. T'as de la fierté, tu t'es un peu con parce que t'es tout jeune. C'est très déstabilisant de l'entendre, mais surtout les réactions de l'entourage. Ma mère qui a été très émue de cette chanson. La famille en Afrique qui commence à être fière. On commence à me reconnaître dans la rue.
des potes Attention, la qui première m'appellent. personne qui te reconnaît dans la rue, c'est quoi la première fois? Quelqu'un qui te reconnaît, où tu te dis, tiens, c'est... Bah, tu te souviens? On ne sait pas ce qu'il cherche. Ouais. On ne sait pas ce qu'il cherche, on ne sait pas ce qu'il veut. Et donc la personne s'en va et nous laisse une impression de doute, ça se répercute. Et puis, parce qu'il n'y avait pas les selfies à l'époque. Hein. T'as raison. Donc, il fallait vraiment une bonne raison pour aller parler à son artiste. Et donc, la plupart du temps, les gens partaient. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'est parce qu'ils m'avaient entendu et qu'ils connaissaient ma musique. Mais je faisais vraiment pas du tout le rapport. Et donc là c'est le tsunami. Ah, c'est le tsunami total. C'est le tsunami Et t'es total. pas du tout prêt à ça. Non, personne n'est préparé à ça, et encore moins moi. Encore moins. Donc, je me retrouve... T'as pas d'équipe, t'as pas d'agent, t'as un entourage. Non, si j'ai un entourage qui est encore moins préparé que moi. Ouais. Et Qui n'a pas l'habitude non plus. Qui n'a pas l'habitude. Donc, c'est un peu chaotique. Voilà, c'est le mot, c'est chaotique. Chaotique parce que, en même temps qu'il y a des événements incroyables, heureux, il y a la contrepartie. Voilà, la contrepartie. Et justement, toi qui venais d'un monde très underground, tout d'un coup tu te retrouves très visible sur un titre qui parle de ta maman. Ouais. Comment justement ce milieu-là, d'où tu viens, qui peut-être aimerait lui aussi être à ce niveau-là, te regarde à ce moment-là? Il essaye de te faire tomber? Non, il y a une partie... Il est fier ou il est juste il y a beaucoup de fierté parce que j'avais déjà une crédibilité. J'avais déjà évolué dans l'underground. Le morceau n'était pas un morceau criard, c'était pas un morceau qui cherchait un succès, c'est un morceau sincère qui a connu une reconnaissance, mais pas volontaire. Il n'obéissait pas au code des morceaux qui marchaient à l'époque. Donc ça suscite le respect. Ça suscite le respect. Là, on est sur un sujet où tout d'un coup, toi qui, encore 2 ans avant, n'aimais pas tellement ton flow ni ta voix, là, t'es le plus grand succès de cette catégorie de l'année. Ouais. Tu as un syndrome de l'imposteur, toi? Tu dis juste, mais ça ne devrait pas être moi. J'ai rencontré tous les jours des gens qui ont un meilleur flow, où tu ne te poses pas tellement cette question. Très souvent, des gens se disent, Non. tiens, j'ai un syndrome. Pas toi? Tu l'as Non, jamais eu? j'ai pas eu le syndrome de la... Je me suis demandé ce que je fous là, mais pas pour... Pas par pour rapport les à un raisons autre. inappropriées, Ouais. ou par rapport à un autre, parce que j'avais travaillé, j'avais réfléchi, j'ai toujours eu une vision un peu stratégique de mon évolution, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais quand ça marche, ça répond au dessin qu'on s'était fait. Il n'y a pas tellement de hasard. En parlant d'industrie musicale, il Oui. y a évidemment les majors, les labels. Toi, ta relation avec les labels, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que toi, tu as une vision très... de toute façon, ils te prennent, ils t'essorent, ils prennent quelqu'un d'autre après, ils t'expliquent les choses, ils t'expliquent pas assez. Pour moi, tu penses que ça a beaucoup évolué, ce monde-là également? Pour moi, c'est assez complexe parce que je ne vois pas les labels comme des entités. Le premier featuring que j'ai fait, première compilation que j'ai fait, c'est Choukri B de mon quartier qui me dit ouais, je connais un gars à Highland. Il fait une compile, viens. Il m'emmène à rue Fossé Saint-Jacques, 4e étage. On arrive, Sébastien Farran avec une grosse chaîne en or, des cigarettes drôles, qui a monté un label de rap. Donc mon pote, il me fait ouais, c'est mon pote de mon quartier dont je t'ai parlé, il faut que tu sois sur ta compile. Farhan qui me regarde, qui me fait ouais, qu'est-ce que tu sais faire, t'es avec qui? Ok, ben vas-y, on va trouver une... Et ça se fait comme ça. Ouais. Presque à chaque fois, ça se fait comme ça. Je parle à des gens avant de parler à une entité de maison de disques. Ouais. Donc, quand ça se passe mal, je fais ouais, Benjamin, qu'est-ce qui se passe là? Faut qu'on s'arrange. Ouais. On parle d'homme à homme, quoi. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et lui, il me dit, écoute, faut que tu fasses des tubes, faut que tu fasses des refrains, faut que ça passe à la radio. Et moi, je dis, mais comment on fait? Moi, je sais pas faire ça. Et on parle. Ouais. Et selon on s'entend ou pas, ben, ça prend le chemin que ça doit prendre. Ouais. Donc, j'ai jamais eu ce rapport label, société. Quand j'ai commencé à ne pas me sentir bien, ouais. oui, exactement. Quand j'ai commencé à me sentir en adéquation avec l'industrie, avec Marc et Nicole, qui s'occupent de moi depuis très longtemps, j'ai dit, moi, j'ai plus envie de travailler en maison de disques. On va faire nos disques à la maison, et puis on va aller voir après, pour voir comment on peut s'arranger. Mais ça a toujours été comme des discussions. C'est quoi ta définition du succès?
Ma définition du succès. Donc si on termine notre vie, toi et moi, Ouais. et que je te dis, tiens, on est tous les deux allongés, on va passer dans quelques minutes, et je te dis, Le succès, c'était quoi c'est être arrivé au bout de ses objectifs. Le succès, c'est arriver au bout de ses objectifs. Quels que soient les objectifs? Oui. Le succès, c'est arriver au bout de ses objectifs et en tirer une satisfaction. C'est ça le succès. Et toi, ton objectif de vie, La tranquillité. réellement? Ouais, la tranquillité. Être tranquille. C'est-à-dire que me lever tous les jours sans trop me poser de questions toxiques. Savoir où j'en suis. C'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est être tranquille. Est-ce que Je suis content de ma journée. pour atteindre ça, ou pour atteindre là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu as dû faire des sacrifices, comme beaucoup de gens? Oui, certain. Parce qu'il y a des choix à faire et que là où tu es fait que tu ne peux pas être ailleurs. Et comme tu ne sais pas si c'est toujours le bon endroit, forcément le doute fait que certains peuvent en souffrir, mais ça fait partie du prix à ce qu'on appelle à payer. Ouais. Ouais. Donc, merci aussi de le dire, c'est difficile pour chacun de pouvoir imaginer que tu peux atteindre ces objectifs-là, atteindre ton succès sans devoir sacrifier parfois des choses que tu aimes, tu respectes et autres. Oui. Donc ça, c'est... Il n'y a rien que tu prennes dans ce monde sans donner quelque chose en échange, de gré ou de force. Ouais. Et ça, il faut le comprendre très très vite, parce que sinon, c'est enchaîner les frustrations qui mettent de l'ombre sur tous les plaisirs qu'on peut prendre. Qu'est-ce que tu aurais aimé, en parlant de ça, justement, une chose que tu dis, on prend du temps, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise que un Abdoulaye ou un Oxmo soit venu te voir à 15 ans en disant « Hey, fais ça ou sache ça ». Il y a un truc que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là? Qu'on me dise, parce que je le savais, mais l'entendre de quelqu'un d'autre aurait pu... je pense, c'est que la vitesse à laquelle... la vitesse à laquelle le temps passe. Tout le monde m'a dit, fais attention, fais ci, fais ça. Mais on m'a pas assez dit que le temps passait à cette vitesse-là. Ouais. Pourtant, tu crois à la vie après la vie, toi. Sans aucun doute. Ouais. C'est ceux qui n'y croient pas qui... Je parlais avec un ami l'autre jour, et je lui disais que nous sommes tellement déconnectés des lois originelles, de nos croyances, de la vie elle-même, que ce qui échappe à nos limites est surnaturel. Voilà, on en est là. Donc pour moi, c'est qui dit... c'est quelqu'un qui dit, on rit de moi parce que je suis quelque chose, mais c'est moi qui ris de vous tous parce que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Hein, j'ai oublié cette phrase, mais c'est quelque chose qui veut dire ça. Toi, quand on parle de transmission, qui est un thème essentiel pour toi et qui l'est aussi pour moi, qu'est-ce que justement tu aimerais transmettre? S'il y avait une chose que tu aimerais transmettre, est-ce que justement c'est un peu ce que tu aurais aimé qu'on te dise à 15 ans? Oui. Ça va vite. Est-ce que c'est ça que tu as envie de dire? C'est quoi qu'est-ce que tu as envie de transmettre si tu avais une chose à transmettre? Ce que je peux transmettre, c'est éviter de faire ou de ne pas faire quelque chose que vous allez regretter. Absolument. C'est-à-dire agir en âme et conscience et être conscient des choix qu'on fait. Quelque chose qui m'a étonné, un peu déçu, mais quand je parle à des proches, ils me disent que est-ce que c'est vraiment ce que tu vas faire? Tu parlais de l'album que tu sors en 2025 et tu dis « Oh, c'est mon dernier ». Oui. Si tu l'as dit sur un coup de tête, tu penses vraiment... Non, parce que j'avais déjà cette idée à l'album précédent. Oui, ben voilà, donc ça va. Donc tu as la réponse. Oui, parce que tu réponseras l'album prochain, alors. Je me rappelle encore très bien, j'étais sur scène à Nice, la veille du dernier concert avant à l'arrêt de toutes les activités à cause du Covid, et j'étais en train de me dire, ça se trouve, c'est mon dernier concert. Et si les artistes avaient conscience que ce ne sont pas eux qui décident et que chaque moment est vraiment important et que chaque moment est le dernier en fait, ils auraient beaucoup plus de concentration et d'amour pour ce qu'ils font. Parce qu'on ne choisit pas le dernier. Et donc, moi, l'album, je me suis déjà dit avant, pour La Voie lactée, dans la nuit du réveil, et si c'était le dernier? Et donc, ce qui s'est passé a fait que l'album n'a pas eu la vie que j'aurais aimé. Et donc, la hauteur de la lune, pour moi, est une chance. Est une chance parce que je ne me voyais pas rentrer en studio pour le faire.
Ça s'est passé comme ça s'est passé. Comme si c'était un plus, c'est ça que tu dis. Exactement. D'accord. Et même si je pars sur un autre projet, il ne connaîtra pas le succès de La Hauteur de la Lune. Qui est donc l'album sorti en 2025, La Hauteur de la Lune. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu aimes vraiment faire une pause? Si tu devais faire une pause, là, un truc où tu es avec toi-même, où tu te sens bien, c'est où cet endroit sur Terre où tu aimes faire une pause? Il n'y a pas d'endroit, c'est un état. C'est un état. Oui, c'est un état qui fait quel que soit l'endroit où je suis, c'est nous qui le créons. Et c'est souvent avec des gens que j'aime, des moments de légèreté inattendue où on part dans les rires, dans un concert de rire imprévu. Et c'est des moments de félicité que j'apprécie parce que tout le monde est léger, tout le monde est lui-même, tout le monde est dégagé de tout poids. Et une dernière question pour toi. Maintenant que tu as passé ce moment-là avec moi et qu'on a parlé vrai, toi et moi, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais que j'invite ici, que tu connais ou que tu connais pas, tu te dis, tiens, j'aimerais que lui ici, il vienne faire une pause et qu'il nous raconte sa propre trajectoire. Je pense à Kim Chapiron, Lajli, là tout de suite. Lajli, parce que Lajli, jamais il a interviewé sur ces sujets-là et qu'il a énormément de choses à raconter. S'il arrive à se lâcher. S'il arrive à se lâcher. Ah oui, ça ferait beaucoup de bien parce que il y a cette image qu'on se fait, mais il y a les personnes qui sont derrière. Oxmo, merci pour cette pause, merci pour ta transparence, merci pour cette sagesse. Et je pense que toute personne qui nous aura écouté l'aura entendu. Merci pour tout. C'est vraiment, c'est important. C'est important, c'est des fenêtres que les artistes qui ont souvent quelque chose à vendre n'ont pas toujours l'occasion d'ouvrir. Non, c'est un peu ça. Et en effet, il n'y a pas de promo ici, on n'invite pas les gens en promo, on reçoit beaucoup de demandes. Et en fait, on a cette chance-là, j'ai cette chance-là de pouvoir inviter les gens avec qui j'ai vraiment envie. Merci beaucoup. De partager et d'écouter. Merci de cette transparence et cette vraie humanité. Merci infiniment. Merci Oxmo. C'est un beau voyage. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.